Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Vous suivez votre émission De vous à moi et aujourd'hui nous avons choisi de recevoir sur ce plateau Monsieur Prosper Kessalé qui est le directeur de l'équipement au ministère de l'enseignement technique et professionnel. Avec lui, nous parlerons des questions liées à ce ministère. Bonjour, cher monsieur le directeur. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, votre ministère, sinon le ministère de l'enseignement technique et professionnel est à l'honneur puisque le président de la République se déplacera dans quelques jours pour inaugurer le centre de métier des mines. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Bien, merci. À votre propos, je voudrais vous remercier, vous et votre équipe, pour l'occasion que vous nous accordez de communiquer au sujet de ce grand projet, qui est un projet du gouvernement de la République, porté bien sûr par l'enseignement technique professionnel, dans le sens de la diversification de notre économie au travers du développement de nouvelles compétences. Donc, le projet de création de l'école des mines de Soinké, c'est un vieux projet qui date de 2014, lorsque le chef de l'État avait été élu en 2009, pour un mandat de 7 ans, de 2009 à 2016. Il avait son projet de société intitulé Le chemin d'avenir. Et sur ce projet, il avait été adossé un PND, le PND 2014-2016, où un accent particulier avait été mis sur la diversification de l'économie au travers des zones économiques spéciales. Or, vous savez que lorsqu'on parle des zones économiques spéciales, il s'agit de mettre en œuvre des nouveaux secteurs porteurs de l'économie, de sortir du tout pétrole. C'est pour cela qu'une étude avait été faite au travers le pays où on devait ouvrir une zone économique spéciale à Pointe-Noire, la zone économique spéciale de Yolombo et l'autre dans l'extrême nord, dans Ouesso, dans la Sangha bien sûr. Et puis au regard des potentialités minières de ce département, les deux pays, le Congo et le Cameroun, dans la perspective de la création d'une grande structure d'enseignement supérieur dans cette zone, donc d'une université pour l'étude des mines, il était donc question que l'on crée un CFA, un centre de formation de base à Soinké. Donc Soinké étant une zone minière, Soinké répondant à ces critères, c'est pour cela qu'on avait choisi ce site de Soinké. Donc, pour la recherche des financements, le Congo a signé un accord de prêt avec la BAD. Donc, au départ, c'était un financement de 15 milliards. On devait construire 5 centres. Bon, il y avait la contrepartie congolaise et la partie de la Banque africaine de développement. Mais compte tenu des difficultés de trésorerie économique, le projet a été restructuré et finalement, il n'y a eu que 2 centres qui ont été retenus, dont le centre des métiers des mines de Soinké, le projet a été approuvé en 2014. En 2015, l'accord de prêt a été signé et en 2016, il y a eu les premiers décaissements, d'où le lancement des travaux. Donc, les travaux ont patiné un peu, mais avec l'arrivée du ministre Juscelin Tshilomagese-Bomé, qui a donné un coup accélérateur à ce projet, depuis fin 2014 et 2024, la structure a été réceptionnée, les travaux sont achevés. Aujourd'hui, l'école est prête pour son lancement, donc l'inauguration par le chef de l'État. Oui, alors quelle est la capacité d'accueil de ce centre de formation? Bien. Pour la première année, on commence par, disons, pour l'ouverture, on a retenu 2 filières. Donc, pour les 2 filières, comme c'est une école professionnelle, les effectifs sont limités. Donc, pour la première promotion, les effectifs sont autour de 50 à 60. Ça dépendra des inscriptions. 50 à 60 après. Donc, tous ces apprenants seront internés
Et puis, comme au moment où nous parlons, la rentrée a eu lieu depuis quelques jours. Donc, l'équipe de pilotage, c'est-à-dire l'équipe de maîtrise, a été nommée, le directeur et ses collaborateurs, les enseignants sélectionnés, les apprenants sélectionnés, déployés sur le site, un site gigantesque de 2 hectares. Donc aujourd'hui, nous disons que tout est fin prêt pour que cet ouvrage soit mis à la disposition, au service de la République. Vous l'avez dit, c'est un financement de la BAD, en collaboration bien sûr avec le Congo, mais un préfinancement de la BAD. Est-ce que le ministère de l'Enseignement technique et professionnel a des moyens nécessaires pour porter ce projet? En fait, l'enseignement technique professionnel, c'est le département qui a en charge la formation professionnelle. Oui. Donc, c'est le projet de gouvernement qui est porté par ce département ministériel. Donc, les financements du ministère, c'est les financements de l'État. Oui. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, au départ, la banque devait financer, le projet avait un financement de 15 milliards, mais après restructuration, la contrepartie congolaise a été ôtée et le projet est resté avec un financement de 5 milliards dont les activités ont été réduites. Au lieu de 5 centres de formation, on a retenu l'école des mines de Soanké et puis l'école des métiers de bois de Moussenjo. Parce que il vous souviendra que dans notre pays, on avait une école des eaux de forêt à Moussenjo qu'on appelait les neufs. Mais dans ce projet, le projet qui a abouti à la création de cette école des mines de Soanké, une partie de fonds avait été utilisée pour moderniser les nefs de Moussenjo en créant une deuxième école des métiers de bois. Pour cette deuxième école des métiers de bois, il y avait des filières comme l'acierie et l'affûtage. Et puis pour Soanké, 2 filières ont été retenues. Donc, dans le cadre de l'exploitation minière, les 2 filières de base sont le forage et la soudure. Donc, le forage pour former les forêts mineures, donc les forêts des mines. Et puis, la soudure, ce n'est pas la soudure ordinaire des rues, là, mais la soudure dans le domaine des mines. Donc, voilà les 2 filières qui ont été mises en avant. Donc, pour le moment, l'accueil est pour tous les enfants de la République. C'est un peu comme dans les écoles d'excellence où la sélection est faite en respectant un quota par département. Oui, mais quel est le profil des apprenants qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à ce centre de formation? Bien, l'accès est ouvert à tous. Donc, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé des jeunes d'environ 16 ans qui ont été appelés. Il y a eu plusieurs dossiers qui ont été réceptionnés. Et puis, la sélection a eu lieu, qui a abouti à ces apprenants qui ont été retenus. Donc, la promotion tourne autour de 50 à 60 pour cette première promotion. Oui. Alors, certains observateurs pensent qu'il fallait attendre peut-être qu'un centre, vous l'avez dit, il y aura un centre de formation supérieure, pour l'enseignement supérieur, que ce centre-là a été... c'est un centre qui est grand, mais pour certains observateurs, on pense que c'est trop petit pour être inauguré par le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Vous savez, ça c'est des questions, pour moi, je pourrais traiter des questions mineures. Vous savez, lorsque, par exemple, nous pensons que le chef de l'État peut inaugurer ce centre, il faut voir la portée de l'œuvre. C'est une action gigantesque pour le pays. C'est quand même pour la première fois que nous ayons une école dans le métier des mines. Et puis, c'est son projet. C'est son projet dans le cadre de la réduction du chômage des jeunes. Vous savez que depuis là, je parlais du chômage d'avenir, qui était son projet de société porté pour les élections de 2009 à 2016. Mais bien avant, de 2002 à 2009, on avait le chemin d'avenir. Il a toujours porté la jeunesse, il a toujours œuvré pour la question de l'emploi des jeunes. Or, pourquoi la question de l'emploi se pose avec la de notre pays?
c'est parce que la majorité des jeunes ne sont pas professionnalisés, ne sont pas qualifiés. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez des diplômes. Je prends un exemple comme ça. Vous êtes allé à l'université, vous avez une licence en philosophie, en histoire, en mathématiques, mais dans une entreprise, s'il n'y a pas l'État qui est comme un fourre-tout, dans quelle entreprise on peut vous recruter? Pour faire quoi? Voilà pourquoi, depuis un certain moment, le chef de l'État avait instruit le gouvernement pour mettre en place des CFA. En fait, les CFA, c'est un dispositif un peu différent de nos établissements traditionnels, notamment les collèges, les lycées, ainsi de suite. Là-bas, c'est des formations traditionnelles. Mais les CFA, ce sont des centres d'études et de formation par apprentissage. Donc, on vient dans un CFA pour se spécialiser, en fin de compte, pour se professionnaliser en vue de votre insertion professionnelle. Donc, vous pouvez même avoir votre licence, votre master, même votre doctorat. Si vous avez du mal à vous insérer professionnellement, vous pouvez aller dans un CFA pour apprendre un métier. Nous avons aujourd'hui plusieurs CFA à travers la République, mais à Brazzaville, par exemple, nous avons un CFA des métiers de bâtiment, où on forme dans 8 filières. Nous avons l'électricité bâtiment, nous avons la plomberie sanitaire, nous avons gros œuvre, donc dans la maçonnerie, les finitions bâtiments, donc carrelage, peinture. Et vous avez, ce sont des petits métiers comme ça. Bon, excusez-moi le terme petit, c'est-à-dire des métiers pointus qui permettent à la jeunesse, à un homme ou à une personne de s'insérer professionnellement, de gagner sa vie. Vous voyez? Donc, dans la perspective de la diversification de l'économie, c'est-à-dire que pour sortir du tout pétrole, mais il faut d'autres secteurs. Mais si on ouvre aujourd'hui une entreprise des mines quelque part dans le pays, la main-d'œuvre sera trouvée où? Vous savez que même dans le pétrole ou dans les télécommunications, pour la plupart du temps, les postes stratégiques sont occupés par les étrangers. Simplement parce que dans notre pays, il y a un défaut, il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est pour réduire cette fracture que le chef de l'État a mis en avant ce projet, ce grand projet pour nous, pour le pays, de créer de nouveaux profils. Donc, pour ma part, si le chef de l'État vient inaugurer ce centre, ce n'est peut-être pas la taille de l'ouvrage qui compte. Quand même que l'ouvrage s'étend sur 2 hectares, 2 hectares, c'est pas rien du tout. Parce qu'au départ, l'ouvrage devait s'étendre sur 5 hectares environ. Mais aujourd'hui, l'ouvrage est dans 2 hectares, environ 15 bâtiments de grande envergure, modernes, avec toutes les commodités. Ce n'est pas rien. Donc, pour nous, l'inauguration par le chef de l'État, c'est un message d'engagement, d'espoir pour la jeunesse congolaise. Donc, ça nous fait pas... et puis, il n'y a pas une restriction qui lui est faite de ne pas inaugurer cet établissement. Alors, on communique beaucoup sur les CFA, mais est-ce que sur le terrain, les CFA ont l'équipement nécessaire pour valoriser l'enseignement professionnel? Effectivement, les CFA sont équipés. Vous savez, je suis d'ailleurs directeur de l'équipement du ministère. Ça veut donc dire que c'est nous qui portons. Parce que déjà, sur les images à Soinco, on constate que l'ouvrage n'est pas vraiment terminé. Bien, madame, ça c'est des considérations mineures pour nous. Parce que nous savons que lorsque un ouvrage d'une telle grandeur est construit ou créé, mais vous voyez qu'on ne peut pas être parfait plus que parfait. Mais par rapport aux termes de référence, par rapport aux spécifications techniques qui ont été recommandées dans le projet, tout a été réalisé. Maintenant, les développements postérieurs, ça ne peut que venir avec le temps. Oui, mais là, le président de la République va se déplacer, certains curieux aussi, certains amoureux du département de la Sangha, certains amoureux du Congo vont aller sur le terrain pour toucher du doigt ce CFA. Est-ce que ça ne sera pas une déception? Est-ce qu'on ne va pas se dire sur place, ah non, c'est dans la brousse où il n'y a pas telle ou telle chose? Est-ce que vous êtes sûr que tout est au point pour être inauguré? Effectivement, tout est au point. Et puis, j'ai retenu un mot dans la brousse. Effectivement, ce centre n'est pas au centre de Soinké. C'est-à-dire qu'il est à environ 7 km, au milieu de la savane, bien sûr. C'est de là qu'on a implanté ce site. Vous savez que ce n'est que question de temps
le Sénégal TV, à un certain moment, était un peu plus ou moins éloigné des habitations. Oui, mais le Mais Sénégal TV au fur et à mesure, aujourd'hui, oui. c'est devenu... le Sénégal TV a valorisé la zone. C'était Moi, très beau. J'ai eu la chance d'être enseignant à l'école de Mbunda, l'école des sœurs de Mbunda. Nous sommes parmi les premiers enseignants à l'école des sœurs de Mbunda. Mais lorsque vous allez à Dolisie, l'école des sœurs de Mbunda était à pratiquement 5 km de la ville. Donc, entre la ville et là où la ville s'arrêtait et l'école d'excellence, il y avait une brousse, il y avait la forêt. Mais aujourd'hui, le fait que ce centre a valorisé ce secteur, mais tout autour de lycée des sœurs de Mbunda, c'est des habitations. Donc, la ville de Soanké, 7 km, c'est rien du tout. Ça pourra peut-être s'agrandir, s'accroître vers ce centre. Mais au moins, ce n'est pas anodin que ce site ait été choisi. C'est pour aussi le cadre d'apprentissage. C'est pour créer un peu des conditions de tranquillité. L'académie militaire, à l'époque, n'était pas dans la ville. L'académie militaire était un peu hors de la ville. Mais aujourd'hui, ça se trouve au cœur de la ville. Donc, ce sont des centres qu'on met un peu hors de la ville pour créer un cadre agréable à l'apprentissage, pour déconnecter un peu les apprenants de l'ambiance de la cité. Vous voyez, mais ils auront des week-ends où ils peuvent faire des sorties pour s'approvisionner à Soanké, ainsi de suite. Donc, c'est pour créer, pour mettre en place un cadre agréable d'apprentissage, où les jeunes sont internés, ils ont tout ce qui est là-bas, ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont des dortoirs, ils ont les réfectoires, ils ont tout ce qu'il faut. C'est pour leur permettre de se concentrer à les études. Vous-même, vous êtes le directeur de l'équipement. Est-ce que vous avez touché du doigt ou bien vous êtes contenté de regarder les images? C'est la direction de l'équipement qui a conduit d'une main de fer, d'une main de maître, ces travaux en partenariat avec le projet. Parce que nous avons dit que les travaux ont été réalisés. D'abord, le financement a eu lieu. L'accord de prêt, excusez-moi, a été conclu entre le Congo et la BAD, adossé à un projet qui a une unité de coordination, qui a des composantes, et dans cette composante, comme le projet est piloté par l'enseignement technique professionnel, ça veut dire la direction de l'équipement, c'est ma direction générale de l'équipement et du patrimoine qui a l'œil, qui assure le suivi des travaux. Et quand nous avons terminé les travaux, il y a eu réception provisoire en décembre 2024. Donc, ça fait pratiquement environ une année que la réception provisoire a eu lieu. Dans tout ouvrage public ou même privé, il y a toujours une phase où, lorsque les travaux sont achevés, vous ne pouvez pas faire une réception sans que les travaux ne soient finis, ne soient terminés. Donc, si déjà en décembre 2024, on avait fait la réception provisoire, c'est un grand ouvrage. Donc, on reçoit d'abord et il y a certaines choses qu'il faut laisser un peu du temps pour observer. C'est comme aujourd'hui, on a construit un bâtiment. C'est pas tout de suite qu'on peut constater s'il y a fuite ici ou là. Mais ça, c'est des questions mineures. Au moins, l'ouvrage a été réalisé. En respectant les règles de l'art. Les spécifications techniques. Et puis, s'il y a des petites corrections mineures, ça c'est des questions humaines. Mais tout ce qui a été prévu dans le projet a été réalisé. Je vous ai dit que les travaux de génie civil étaient terminés, l'équipement pourvu, et puis l'équipe de pilotage, c'est-à-dire que le directeur et ses collaborateurs ont été nommés, les enseignants sélectionnés, les référentiels, c'est-à-dire que les programmes ont été écrits, parce que c'est une nouvelle filière qui n'a jamais existé au Congo. Donc, on ne pouvait pas aller à l'INERA pour prendre ces programmes-là, pour amener là-bas, non. Donc, il y a eu des commissions qui ont blanchi de nuit, qui ont été à la charge du ministère et du projet pour sortir les nouveaux programmes, parce que c'est une filière soit dans le forage, dans la soudure, il fallait effectivement sortir des référentiels de formation. Quel est le profil des enseignants? Vous l'avez dit, c'est une nouvelle filière, mais les enseignants? Les enseignants ont bénéficié d'une formation. Donc, les enseignants, lorsque, vous savez, dans une école de formation, les enseignants, on les prend dans une école professionnelle de ce genre. Les enseignants, il y a d'abord un élément important. La formation se déroule en deux phases.
c'est ce que nous appelons la formation par alternance. Donc la formation n'est pas que dans l'acquisition des compétences, des connaissances. Il y a aussi l'acquisition des compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la formation, il y a 2 modules. Dans un trimestre ou dans un mois de cours, les apprenants ont deux semaines à l'école pour l'acquisition des connaissances théoriques. Après cela, ils ont 2 mois et 2 semaines dans les entreprises pour apprivoiser ces connaissances. Donc, c'est une formation par alternance. Donc, lorsqu'on fait la théorie, on fait la pratique. De telle sorte qu'à la fin de la formation, les apprenants ont des aptitudes pratiques. Donc, le CFA ne forme pas des gens pour la théorie, non. On les forme pour aller pratiquer ces connaissances. Voilà pourquoi les enseignants également, lorsqu'on les sélectionne, ils peuvent avoir des compétences de base, des connaissances de base, mais on les encadre. On les fait faire des séminaires de renforcement des capacités, de professionnalisation, et on les envoie sur le terrain. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux observateurs qui pensent que l'enseignement technique et professionnel parle souvent de l'enseignement technique, mais ne valorise pas assez l'enseignement professionnel, alors que vous avez une grande responsabilité, c'est de promouvoir l'enseignement professionnel. Effectivement, vous savez que ce sont des choses qui ont existé, parce que si je dois dire la vérité, à un moment donné, il y avait une petite confusion comme ça, et puis l'enseignement technique avait quelques difficultés dans ce sens. Mais aujourd'hui, je vous assure, l'enseignement technique professionnel a fait le paquet, a donné à la jeunesse congolaise des moyens pour le renforcement ou encore le développement des compétences nouvelles. Parce que je pourrais vous dire que depuis l'arrivée du ministre Justin Tshilomagisi-Ebomé à la tête de ce ministère, il y a eu plusieurs réformes. Et ces réformes visaient justement le renforcement de l'offre de formation. Il y a eu des réformes administratives dont on a essayé de faire d'animer des plateaux, des communications à propos pour apporter la lumière à ce qui a été fait. Et puis, il y a eu également des réformes pédagogiques majeures, il faut le signifier. Vous savez, à l'enseignement technique et professionnel, à côté de la faculté de médecine qui forme les médecins, les cadres supérieurs de santé, les cadres moyens de santé sont formés au niveau de l'enseignement technique professionnel au travers des écoles paramédicales. Mais ces écoles avaient quelques soucis, quelques manquements. Je peux citer quelques-uns. Vous savez, nous avons 5 écoles paramédicales. L'école paramédicale de Wando, l'école paramédicale de Brazzaville, de Kinkala, de Dorozi, de Pointe-Noire. Mais pendant un certain temps, d'ailleurs pendant plusieurs années, ces écoles n'avaient pas les mêmes programmes de formation. Ça veut dire, la sage-femme qui est formée à Wando n'a pas le même profil que celui qui est formé à Brazzaville. Pas le même profil que celui qui est formé à Dolizy, à Pointe-Noire. Mais c'est un problème. C'est comme moi et toi, nous sommes aujourd'hui en terminale A. L'élève qui est en terminale A à Ouesso a un autre programme de philosophie. Celui qui est en terminale A à Oyo a un autre programme de philosophie, ainsi de suite. Est-ce que, comment on pourra évaluer ces différents candidats? Donc, le professeur Justin Tshilomagisi-Ebomé, à son arrivée à tête de ministère, a fait un choix des cadres et a trouvé que cette situation n'était pas confortable pour le pays. Il a engagé des réformes. Et ce sont des réformes qui ont abouti aujourd'hui à l'uniformisation de ces programmes. D'où il fut un temps, une année, je crois l'année dernière ou l'année passée comme ça, où on avait d'abord suspendu les entrées. Est-ce que ce n'était pas une décision radicale? C'était pas radical, c'est comme ce que je vous ai dit. Imaginez-vous, nous sommes un même pays, un même profil, ça veut dire la sage-femme ou encore l'infirmier du peu d'État qui sort dans telle école n'a pas le même profil que ceux qui sont dans telle école. Mais si vous les mettez dans un environnement professionnel, face à une situation, comment ils vont réagir? Et puis pour les évaluer, comment on pourra les évaluer? Vous voyez que c'était une réforme majeure qui a persisté depuis près de 20 ans. Ça, ce n'est qu'une paire de manches. Mais je prends les autres écoles de formation, telles que même la santé, la même, ou encore l'ENMA, l'école
moyens d'administration. Mais, vous savez, un Congolais, un jeune Congolais qui a son bac, qui passe le concours d'entrée à l'ENEMA, il fait 2 ans de formation, il sort avec le même diplôme équivalent au bac. Est-ce que c'est responsable? Est-ce que ça l'aide? Ça veut dire que si ce jeune-là qui a passé 2 ans de formation à l'ENEMA après son bac, il sort avec un diplôme équivalent au bac, s'il veut aller poursuivre son cursus à l'université, il ne peut même pas commencer au niveau de la 2e année, il commence en première année. C'est comme si toutes les 2 années qu'il a eu à passer là-bas ne servaient à rien. Mais le ministre Justin Magistrat Ebomé a également regardé cet aspect, a soumis cela à ses pairs du gouvernement, et puis effectivement, les réformes ont été engagées pour rendre équivalent ce diplôme à un niveau BTS, puisqu'ils ont fait 2 ans. À la base, ils ont un bac, ils ont passé 2 ans de formation. Il faudrait qu'ils sortent au moins avec un diplôme de niveau bac plus 2, équivalent à BTS, de telle sorte que si ce jeune cadre, voudrait parfaire sa carrière au niveau supérieur, qu'il commence à partir de la licence, de bac plus 3. Mais ce sont des questions majeures qui ont été examinées en dehors d'autres actions qui ont été menées. Je pourrais vous parler, par exemple, aujourd'hui, de la création des nouveaux profils de formation, dans le souci toujours de donner à la jeunesse les possibilités de s'insérer professionnellement. Il y a eu la création de l'école des ambulanciers, mais c'est un nouveau profil. Aujourd'hui, à l'enseignement technique professionnel, on forme des ambulanciers. Il y a une école également, il y a un profil de formation des jeunes opticiens. Donc, il y a plein de jeunes comme ça qu'on les continue formés chez nous, en enseignement technique, qui opèrent dans les cabinets d'optique. Donc, ce sont les nouveaux profils. Tout comme nous avons aujourd'hui l'Institut de Kintele, qui forme les cadres, les jeunes bacheliers, jusqu'au niveau bac plus 2, bac plus 3. Donc, les BTS et les licences professionnelles. C'est la même chose à l'Institut professionnel d'Oyo. Ce sont des établissements portés par l'enseignement technique et professionnel. Donc, il s'agit là effectivement de valoriser l'enseignement professionnel, amener les jeunes vers la professionnalisation, vers en quelque sorte le développement des compétences pratiques. Donc, voilà un peu l'œuvre que l'enseignement technique et professionnel ont accompli. Et puis, nous sommes fiers de l'action qui a été menée par le ministre Justin Magistrat Ebomé depuis son arrivée au gouvernement. Et il s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Vous voyez ce projet, certains pensaient que c'était son projet, mais c'est le projet du chef de l'État. Il a donné un coup accélérateur pour que ce projet voie le jour et que cela se traduise de la réalité. D'accord. Alors, vous l'avez dit, hein, le ministre Magistrat Ebomé, notamment le gouvernement, a investi beaucoup d'argent dans l'équipement des centres de formation et même dans la rénovation, l'innovation du centre, je ne sais pas si on peut appeler ça centre de formation Joseph Lukabou, qu'on appelle Lukabou tout simplement. Mais est-ce que le ministère est allé aussi en guerre contre la corruption, parce que les Congolais déplorent la corruption dans ces centres de formation. Déjà, pour admettre à cette école par concours ou par dossier, il faut financer. Et il y a des sages-femmes qui sont mal formées parce que tout simplement, la corruption règne en maître, des infirmiers qui sont mal formés. Est-ce que le ministère est allé aussi en guerre contre la corruption? Madame, vous avez soulevé là une question pertinente. C'est une question de société qui se pose avec acuité. La preuve en est que nous avons dans notre pays une haute institution de lutte contre la corruption. Pourquoi cette institution a été créée? Parce qu'effectivement, la corruption touche pratiquement tous les secteurs. Ce n'est pas que l'enseignement technique professionnel, mais l'enseignement supérieur, on entend les mêmes choses. Dans les finances, dans tous les secteurs de la vie nationale, c'est un virus qui est en train de ranger notre économie. Mais je vous dirais qu'au niveau de l'enseignement technique professionnel, le professeur Justin Magistrat Ebomé, c'est un homme qui lutte contre les antivaleurs. Vous voyez que dans le cas des examens,
il a engagé des réformes également au niveau des plateformes de traitement des examens, dans le sens d'assainir certains comportements qui n'étaient pas honorables. Donc, vous savez, c'est des questions d'hommes. C'est comme au lieu de chef de l'État tire à boulet rouge sur les antivaleurs. Mais il n'est pas à la fois, il ne peut pas être à la fois président de la République, à la fois inspecteur général, à la fois contrôleur d'État. Il ne peut pas tout faire. Donc, il y a des petits malins qui peuvent passer à travers les mailles, mais au moins, en ce que je sache, parce que quelque part, je discute beaucoup je suis avec beaucoup d'attention l'action de notre ministre. Je vous assure, c'est quelqu'un qui prend de l'excellence. Il prend du travail bien fait. Vous savez qu'à la base, c'est un philosophe. C'est un maître de conférence en philosophie. C'est quelqu'un qui a l'esprit critique. Donc, il veut faire des choses bien, mais aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui a une certaine réalité. Donc, dire qu'aujourd'hui, on peut éradiquer par un coup de bâton magique comme ça, non, c'est un processus, c'est une éducation qui est en train de se faire. Voilà pourquoi on est en train de mettre en place des mécanismes pour assainir le système éducatif. Donc, pour ce que j'ai vu faire aujourd'hui, vous savez que déjà l'année dernière, nous avons entendu ces choses. Les gens se disaient que dans ces écoles, les gens n'échouaient pas. Mais je vous assure, depuis l'année dernière, il y a des gens qui échouent. Il y a des gens qui échouent. Vous pouvez vous renseigner dans les écoles de formation. Aujourd'hui, même pour les diplômes de sortie, il y a des gens qui échouent. Pour dire qu'une certaine rigueur est en train d'être mise en œuvre pour assainir ce secteur. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Merci, madame. Nous pensons que le message le plus important s'adresse à la jeunesse congolaise. Je sais qu'un CFA, comme je l'ai dit entre-temps, ne concerne pas que les jeunes. Mais pour le moment, le recensement dernier a donné les résultats que la jeunesse congolaise occupait environ 70% de la population. Ça veut dire que c'est la jeunesse qui est le fer de lance d'une nation. C'est la jeunesse qui est l'espoir du pays. Aujourd'hui, nous voulons dire à la jeunesse que cette œuvre gigantesque qui a été portée par le chef de l'État, c'est un joyau, un bijou pour la jeunesse. C'est à nous de nous approprier ce bijou-là. Donc, les jeunes doivent aller dans le CFA. Aujourd'hui, nous avons le CFA des métiers des mines à Soaké. Nous avons le CFA des métiers de bois à Mostenjo. Nous avons le CFA des métiers ruraux à Boko. Nous avons le CFA des métiers des bâtiments à Brazzaville. À Brazzaville, il y a le métier de CFA des bâtiments et les CFA des métiers de service à Albert Econ. Et nous avons d'autres établissements similaires, tels que le corps des ambulanciers, le corps d'optique. Vous voyez, ce sont des centres de création d'emplois. Ce sont en fin de compte des incubateurs. Donc, c'est aux jeunes de s'y intéresser. Mais si nous pouvons penser que l'emploi, c'est seulement la fonction publique, nous pouvons passer du côté de la plaque. Donc, le message est que ce qui est fait, l'ouvrage qui sera inauguré dans quelques jours, c'est pour le bien de notre pays, surtout de la jeunesse. Premièrement, la jeunesse du Congo, mais particulièrement la jeunesse de la Sangha, parce que ce sont eux les premiers bénéficiaires. Le col est installé dans le plan de la Sangha. C'est aux jeunes de la Sangha de se faire former. Parce que déjà, de la Sangha, il y a plusieurs entreprises qui sont bien installées. Et on suppose qu'avec le temps, d'autres entreprises viendront dans les mines, comme ça s'opère déjà, et ainsi de suite. Mais si la main-d'œuvre n'est qu'extérieure, ça ne nous arrange pas du tout. Mais est-ce que ce centre surtout, représente les valeurs de la République? Donc, est-ce que les conditions sont excellentes? Est-ce que les enfants mangent bien? Est-ce que les enseignants ont une certaine mentalité qui permet aux enfants de s'identifier à eux, ou encore sur le terrain, c'est tout autre chose? C'est le lancement de l'école.
je crois que la politique du ministère sera d'inculquer, d'imprimer la cadence. Donc, pour le moment, on ne peut pas d'abord juger les valeurs qui sont soutenues par l'école, puisque l'école vient à peine de commencer. Parce que pendant toutes ces années, depuis 2014, c'était le projet, c'était la théorie. À partir de 2016, il y a eu des décaissements qui ont été faits. 2022, les travaux ont pris une accélération jusqu'à ce qu'en 2014, en 2024, tout était terminé. Il fallait quelques aménagements, préparer les référentiels parce que l'école a pris fin. Il y a eu un temps pour préparer les modules de formation, c'est comme je l'ai dit, des programmes de formation. Tout est terminé. Le personnel déployé, les équipes sont sur le terrain, des techniciens, les apprenants. Donc aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Maintenant, le suivi va s'en suivre. C'est comme un bébé, lorsqu'il naît, on ne l'abandonne pas, on l'accompagne. J'espère que le président de la République, qui est un gouvernement responsable, va continuer à suivre cet établissement. D'accord. Monsieur Prosper Kessali, directeur de l'équipement à l'enseignement technique et professionnel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.